Ouais, l'équipe, c'est Bécard dans le scanner pour Appelite. Bao. Bécard, on est très content de te recevoir. Tu es le premier invité de notre nouveau concept, donc le scanner. Pour t'expliquer un petit peu, en gros, on va faire des focus sur plusieurs parties de ton corps qui représentent différents aspects de ta carrière musicale ou de ta personnalité. On est content de te recevoir. Tu es venu en plus directement de Roubaix. Et pour commencer ce scanner, je vais résumer un peu ta carrière en 6 points. Donc, tu es né le 8 janvier 1998 et ton nom de scène, il est directement inspiré de ton nom de famille. Tu as commencé à te faire un nom en participant au Main Square Festival devant environ 5000 personnes. C'est à peu près 1/20 de la population totale de Roubaix. Ouais, c'était ça, exactement. T'as un souvenir du Main Square? Ouais, c'était la première fois que je jouais devant autant de monde en fait. Puis vraiment le souvenir qui m'a marqué, c'est que c'était 2 jours en fait. Tous les concerts que j'avais fait, c'était dans des salles, tout ça, donc avec les lumières dans la tête, tu vois pas forcément le public, tout ça, tu vois. Et là vraiment, voir les têtes de chacun, voir la foule et tout, c'était vraiment énorme. Moi je me rappelle aussi la taille de la scène, ça m'avait choqué, hein. C'était vraiment une énorme scène, c'était la Green Room. Et donc ouais, franchement, c'était incroyable. T'es un grand admirateur du groupe 1995, mais j'ai vu que Lunatic aussi, c'était ta cam. Ouais, bien sûr. Ouais. Grave. Un son de Lunatic qui t'a marqué? La lettre, Civilisé, Le Sous Mauvais Oeil. Voilà, de toute façon, l'album, clairement. Tu vois. En entier. 18 août 98, dans cette putain de maison d'arrêt. Ils me disent que je sors bientôt, à ce qui paraît. La cover de ton album, elle a failli jamais voir le jour. Tu peux nous dire pourquoi? Elle aurait vu le jour dans tous les cas, mais ouais, forcément, on n'avait aucune autorisation pour faire la cover. C'était dans un champ, dans le 77. Je sais pas du tout c'était quoi le nom de la ville, mais c'est dans le 77. Et ouais, donc forcément, les voisins, ils ont commencé à se demander ce qui se passait, tu vois. C'est pas tous les jours, je pense qu'il y a une équipe qui déboule avec un mur de 2 mètres sur 3, tu vois. Et du coup, ouais, voilà, les condés, ils sont venus, et puis... Funky, il a réglé ça? Ouais. De toute façon, on était à la fin du shooting et ils nous ont laissé 15 minutes pour finir, on avait quasiment tout ce qu'on voulait. Donc, Je vais finir avec 2 faits, un peu moins terre à terre cette fois. Apparemment, t'as jamais dansé la tectonique parce que t'étais plus occupé à écouter du Kid Cudi. Ouais, bah, en fait c'est l'image que je trouvais marrante parce que pour moi en tout cas c'était à peu près à la même époque. L'époque où je découvre Kid Cudi et l'époque où je me rappelle la tectonique, c'était à la mode. C'était un phénomène de mode, tu vois. Du coup, je trouvais ça marrant parce que c'était vraiment 2 classes différentes, tu vois, entre guillemets. Et je trouvais ça marrant d'opposer un peu ces 2 styles-là, quoi. Et enfin, dernier détail et pas des moindres, apparemment t'aimes bien aller en Bretagne pour te ressourcer. Ouais, bien sûr, en fait j'y vais depuis que je suis tout petit. Et parce que j'ai de la famille là-bas en fait. Donc vraiment, j'ai passé beaucoup d'été là-bas. Et je sais pas, je kiffe trop la région en vrai. Pour charger les batteries un peu. Ouais, de fou. Et puis maintenant, j'ai plein de potos là-bas. Donc quand j'y vais l'été, je rejoins des potes à moi là-bas et je passe tout le mois d'août là-bas et je kiffe. Non, franchement, je kiffe de ouf. Ça marche. Bah, on va entrer maintenant dans le vif du sujet et on va commencer tout de suite avec ton parcours. Moi, j'avais une première question. Tu t'exprimes dans Destinée sur le fait que justement, tu croyais pas forcément en tes chances au départ, de par ta situation géographique aussi. Tu disais notamment que tu pensais pas être le profil sur lequel les maisons de disques allaient foncer, ou même que tu pouvais pas forcément percer parce que tu venais pas d'Île-de-France. Est-ce que tes doutes, ils commencent pas un peu à se dissiper par rapport à ça, maintenant que tu commences à avoir une petite notoriété? Si, bah clairement en fait, c'est clair qu'au début, déjà j'avais aucune notion de ce qu'était l'industrie musicale. Pour moi, pour passer en radio, il fallait faire un bon titre et tu vois qu'il atteigne la radio et c'était tout simple comme ça, tu vois. Et donc vraiment, ça me dépassait complètement tout ça. Et ouais, je pense que je venais du nord, de l'île de Roubaix et je vais pas dire que c'était plus dur ou que c'est plus dur qu'un Parisien ou autre, c'est juste que c'est différent, tu vois. Je pense qu'on n'avait pas forcément accès à beaucoup de concerts, enfin, tu vois, des open mic par exemple, tout ça, c'était un truc, fallait avoir la dalle en vrai, tu vois. Je me rappelle, je prenais pas mal le train pour aller faire des radios à Paris, pour aller rencontrer d'autres artistes, tout ça. Bah, j'allais te dire, toi, la dalle, tu l'as parce que j'ai vu que tu avais participé au projet de Raska, Juice. Ouais. T'as fait la compilation de Deezer, La Relève. Ouais. Et je perds la tête, j'en perds mes limites. Le genre de jeune qui parle mal de son père me limite.
t'es passé sur Grunt, donc au final ça va, la dalle, tu l'as. Ouais, bah ouais, clairement, exactement. Mais ouais, en tout cas au début, pour moi c'était impossible en fait. Tu vois, j'avais un peu, je vais pas dire j'idolâtrais, mais tu vois les rappeurs de Paris, tout ce qui était l'entourage, Giorgio, l'Animal, tous ces, bah quand je regardais les Grunts petits, tu vois, bah c'est un truc qui m'a. C'était plus un rêve de gosse, quoi. Ouais, clairement, c'était vraiment un rêve. Okay. Et du coup, quand j'ai commencé à toucher un peu à tous ces rêves-là, on va dire, j'étais comme un ouf, hein, vraiment. Et d'ailleurs, on dirait presque que tu te mets ou tu te mettais plutôt une espèce d'autopression par rapport à ça. Tu te voyais rien faire d'autre que de la musique. En fait, tu le dis dans Aléa, à un moment, tu dis j'ai pas de plan B, je peux pas me planter. Ouais, bah pour moi, c'était clairement ça. Franchement, tout au long de mon parcours scolaire, on va dire, j'étais un peu perdu. Je me suis mal orienté. J'ai fait un bac STI, un bac techno. Je sais même pas ce que je foutais là-bas, tu vois ça. Et du coup, en fait, le seul truc que j'avais, c'était la musique en fait. C'était le seul truc où vraiment j'étais sûr que j'aimais ça, que je pratiquais tout le temps, j'écoutais tout le temps du son, j'écrivais quasiment tout le temps et c'était vraiment le truc auquel je m'accrochais, tu vois. Et les cours en fait, plus les années passaient, plus le temps passait, plus je me disais qu'est-ce que je vais faire en fait. Et j'ai passé mon BAFA, j'ai essayé de faire des trucs à droite à gauche, tu vois, de taffer un peu de toucher un peu à tout. Et ouais, le rap c'était vraiment le truc que j'aimais en fait, tout simplement. Donc il y a un moment où je me suis dit, c'est tout, je vais me mettre à 300% là-dedans et on verra en fait, on va vivre le truc au jour le jour et puis la suite on verra. Donc c'est pour ça que je dis en fait, j'ai pas de plan B en fait, parce que pour moi j'ai un objectif. C'était le rap pour rien d'autre. C'était le rap pour rien d'autre, ouais, vraiment, clairement. Et justement quand on écoute ton projet, on voit que tu fais quand même partie de l'école de ceux qui ont connu les open mic, les premières parties, tout ça, où ça galère un peu, ou même tu dis où ça rappe sur le parking, après les concerts, tout ça. Est-ce que c'est une des raisons aussi qui a fait qu'un 995 c'est une référence pour toi? Bah en fait avec là on cite un 995 mais c'est vraiment on peut prendre Escrew, l'entourage, ouais. Voilà tous ces rappeurs là. En fait là je trouvais que la mentalité qu'ils avaient elle était grave proche de celle que j'avais et je kiffais en fait. On va revenir un peu plus sur ta ville, t'en parlais, tu viens de Roubaix. Ouais. T'évoques souvent le fait que t'as pas mal bougé avant d'atterrir là-bas, il y a notamment un son qui s'appelle Vagabond. Ouais. C'est un peu la représentation de la stabilité pour toi, cette ville, et on sent que tu as un attachement particulier quand même à cette ville. Tu en parles beaucoup en bien, malgré que les gens aient une mauvaise image. Ouais, il y a forcément une connotation sur la ville, tu vois. Mais moi, c'est une ville que j'ai toujours kiffé. Je suis arrivé là-bas, j'avais 7 ans. Donc tous mes souvenirs d'école et tout ça, c'est à Roubaix. Et maintenant, en fait, je suis attaché là-bas parce que mais j'y vis plus aujourd'hui. Je vis à Lille, tu vois. Depuis 3-4 ans, j'ai quitté Roubaix, mais j'y retourne pour la famille, tu vois. Mes parents, ils habitent encore là-bas, mon frère, ma sœur. Et du coup, ouais, il y a forcément un attachement à cette ville, tu vois, que je kiffe. Il y a une ambiance particulière à Roubaix, tu vois. Tu lui as rendu hommage d'ailleurs avec le projet, justement, le nom du projet Briques Rouges. Je suppose que c'est une référence. C'est une référence à Roubaix et surtout au nord, en fait. Aux habitations. Aux habitations, tu vois, que ce soit à Lille ou à Trello, Villeneuve d'Ascq, c'est vraiment. Toute ma jeunesse, elle s'est passée entre ces murs. Et je trouvais que c'était une belle image d'appeler mon projet Briques Rouges. Tu as même fait une sorte d'interlude à peu près au milieu du projet. Ouais. On entend Benoît Poulvord justement dans un film. C'est ça. Qui dit justement. C'est arrivé près de chez vous. Ouais, c'est arrivé près de chez vous. Les briques, c'est les briques rouges. Et bah écoute, on va passer tout de suite à la deuxième rubrique qui est donc sur l'écriture. Dans ton rap, tu perçois une sorte de dimension sociale dans le sens où t'as envie, tu sais que tes écrits peuvent avoir de l'influence sur les nouvelles générations et c'est pour ça que tu t'appliques autant peut-être à délivrer des messages positifs. Dans le rap et tout, j'ai toujours kiffé quand il y a un côté dénonciateur, tu vois, entre guillemets, il n'y a pas que ça, tu vois, mais c'est une partie du rap. J'ai pas envie d'être un donneur de leçons ou quoi que ce soit, tu vois, c'est pas du tout le but, mais franchement, je me suis toujours servi de la musique pour un peu comme un échappatoire où je pouvais balancer tout ce que je ressentais et donc ouais, voilà, je pense que voilà, dans Briques Rouges, le sujet des bavures par exemple, c'est un truc qui revient assez régulièrement dans le projet. Bah voilà, je l'ai écrit en 1 an ce projet-là, tout au cours de l'année, il y a eu plein de trucs aux infos, on a entendu plein de trucs et puis voilà, ça m'a grave touché. C'était important pour moi d'en parler dans ma musique et puis voilà, après si ça peut, on va dire, sensibiliser des gens et faire prendre conscience de certaines choses chez des gens, c'est tant mieux, tu vois. Tu as une faculté à t'exprimer par rapport à ton parcours, ta famille, tes émotions, sans vraiment avoir de pudeur ou de retenue. Est-ce que cette dimension
introspective hyper forte, c'est pas une de tes forces? Parce qu'on sait que par rapport à Boréal, tu t'es beaucoup plus livré dans ce projet-là. Dans Briques Rouges, ouais. Je pense que déjà j'étais... Dans Boréal, je connaissais rien dans, entre guillemets, construire un morceau, un projet, donc j'y suis allé vraiment, c'est un truc, j'y suis allé comme ça, tête baissée, en mode ok, on va voir, tu vois. Et Briques Rouges, j'avais commencé à capter, ok, donc ça, je kiffe faire ça, donc je vais essayer de développer ça dans le prochain. Je voulais que entre guillemets, les gens apprennent à me connaître, tu vois. Une sorte de carte d'identité, en gros. Ouais, c'est exactement ça, tu vois. Donc, mais de toute façon, j'ai toujours été assez personnel dans mes textes, assez introspectif. Justement, on va passer maintenant à la partie plus création et ta mentalité avec un zoom sur le cerveau. On sent que tu te laisses beaucoup de liberté en matière de création, mais ce qui m'a vraiment marqué, c'est le fait que tu as besoin de garder cet amour du hip-hop, comme quand tu fais un son boom bap avec Anxiolytique, qui est vraiment un son à l'ancienne. Pourquoi est-ce que ça te tient autant à cœur de faire ce type de son comme ça? Bah parce que, en fait, avec Boréal, je trouvais que, du coup, le premier projet, je m'étais un petit peu écarté du rap que j'avais aimé et qui m'avait fait kiffer le rap, des rappeurs, entre guillemets, de ce côté-là du rap très old school, on va dire, très boom bap. Et c'était un peu une des volontés que j'avais quand j'ai commencé Briques Rouges, c'était je voulais retourner un petit peu à la source, tu vois, de ce qui m'avait fait kiffer le rap quand j'avais 14-15 ans. Référence à un 995. Ouais, voilà, exactement. Et moi, à chaque fois qu'il y a un rappeur là, même aujourd'hui en 2020, qui sort un boom bap et qui va dire des trucs ou va avoir de la technique, je vais me le prendre comme si je découvrais le rap, tu vois ce que je veux dire? Et c'est un truc, j'ai pas envie que ça se perde dans le rap en général. Et c'est pour ça que moi, j'ai vraiment cette volonté-là de toujours, même si je tente des choses et que j'aime beaucoup la mélodie, j'aime beaucoup essayer de chanter un petit peu dans mes morceaux, tout ça, c'est un truc que je kiffe faire. On parlait tout à l'heure justement de ton implication dans beaucoup de problématiques sociétales. Ouais. Je vais revenir sur quelques aspects. On sait que tu combats souvent les préjugés, le racisme, l'injustice, les inégalités. Est-ce que tu considères que le rap, c'est le meilleur moyen d'expression pour dénoncer aujourd'hui? Le rap, j'ai pas envie de dire de conneries, mais je pense que c'est l'une des musiques les plus écoutées aujourd'hui. On sait tous que tous les petits jeunes aujourd'hui, ils écoutent ça. Du coup, je pense que c'est un moyen hyper important pour dénoncer des choses parce que tu sais que tu vas être écouté. Tu vois ce que je veux dire, que ce soit un jeune de 14 piges, un jeune qui a mon âge ou entre guillemets un ancien, tu vois. Ouais, ce côté-là dans le rap, il a toujours été présent et c'est important de ne pas le perdre. Et je pense que c'est vraiment un moyen d'expression fort, tu vois. Tu parles beaucoup aussi des réseaux sociaux, de l'image que les gens veulent se donner, qui renvoie une image qui n'est pas forcément la leur et tout. Est-ce que c'est parce que tu as des exemples autour de toi ou parce que c'est quelque chose qui te saoule à titre personnel? Ouais, plus ou moins en fait. Déjà avant de faire du rap et tout, je suis grave un auditeur de rap et tout ça. Et puis je suis beaucoup sur les réseaux, donc je vois en fait comme tout le monde en soi, je vois quand il y a des polémiques, certains trucs, quand tel ou tel rappeur il se fait clasher pour ses ventes. Ou il y a un projet qui va pas être écouté parce qu'il a fait 500 ventes en une semaine et que c'est soi-disant la honte. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté-là du rap, c'est un truc que j'aime pas du tout, tu vois. Du coup, maintenant que j'ai le moyen de l'exprimer dans ma musique, j'hésite pas à placer 2-3 phases. C'était une volonté pour toi d'apporter une grande variété dans tes morceaux. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils nous emmènent vraiment dans différents univers et tu peux les écouter à plein de moments, c'est-à-dire avant de dormir, en se réveillant, pour chiller tout simplement, quand t'es triste, quand t'es en soirée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, il y a vraiment une grande variété à ce niveau-là, c'est un choix? C'est grâce à Lucci, qui est mon beatmaker, tu vois, qui lui, pour le coup, à chaque fois je le dis, mais c'est un vrai musicien, il baigne dans le son depuis qu'il est tout petit, il touche à tout, à la guitare, à la batterie, vraiment il a une oreille musicale et tout. Du coup, il a une culture musicale énorme et bien plus importante que la mienne, tu vois. Et je pense que quand je l'ai rencontré, c'est là où j'ai capté, on va dire, le champ des possibles avec lui, tu vois ce que je veux dire, il m'a amené vers tellement d'univers musicaux, plein de couleurs, il a fait ressortir plein de trucs en moi en fait. Il y a un côté où tu es peut-être plus terre à terre, c'est dans tes clips, parce que le plus souvent on sent que t'as vraiment il y a une réelle concordance entre le lieu, les effets, le scénario. Est-ce que c'est un schéma qui est figé ou tu as des idées dans le futur pour des clips un peu plus, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, un peu plus métaphoriques? C'est marrant parce qu'on en parlait ce matin avec Raph, on se disait que nos clips on envoyait souvent le même genre de signaux, tu vois, c'est mon équipe, à Lille, tout ça.
Et ce côté un peu très familial, tu vois, je trouve qu'il ressort pas mal dans les derniers clips qu'on a sortis. Et en fait, pour le moment, je vais être hyper honnête avec toi, on fait avec nos moyens. Moi, j'ai quasiment fait tous mes clips avec Calu, que je connais depuis 6 ans, et on a fait nos premiers clips ensemble et tout. C'est le message en fait qui est le plus important derrière, parce que je prends l'exemple par exemple de Thiekar. On sent qu'il y a vraiment une volonté de ta part de montrer la galère, mais sous une forme positive, dans son côté fédérateur, rassembleur. Je sais pas si t'as fait grave ça. Pour moi, non, c'est même pas fait exprès en soi, tu vois, mais en tout cas, ce côté famille, c'est toujours un truc que j'ai kiffé voir dans les clips. Et puis voilà, nous, avec l'équipe, on a toujours été comme ça. Dès qu'il y a le clip d'un poteau, tu vois ce que je veux dire. Et puis on filme, ce qu'on image, c'est nos vies aussi, au final. Tu vois ce que je veux dire. On romance un peu le truc, mais on image nos vies. Et puis comme dans mes morceaux, je raconte ma vie, celle de mes potes, mon entourage, tout ça, je pense que c'est important que ça se retrouve à l'image. Eh ben merci, on va passer à une autre catégorie. Donc cette fois, on va zoomer sur ton cœur, on va parler plus de sentiments. Allez, allons-y. Bon, on va rentrer direct dans le vif du sujet. Je sais que tu parles beaucoup de la solitude qui t'habite dans cet album. Est-ce que tu dirais que c'est une solitude qui est plus maladive ou constructive, dans le sens où parfois elle te permet de te recentrer un peu sur toi-même, de t'améliorer en fin de compte en tant qu'être humain? Il y a un côté grave négatif quand même dans la solitude, tu vois. Moi, évidemment, ça me sert dans ma musique parce que je pense que c'est une partie importante dans ma musique, ce côté très solitaire, et il ressort beaucoup, entre guillemets. Mais dans la vie de tous les jours, parfois, c'est pas incroyable à vivre, tu vois. Par exemple, le confinement, j'ai écrit une grande partie du projet pendant le confinement. J'étais vraiment tout seul chez moi, dans mon appart et tout. Et c'est pas forcément un truc que j'ai bien vécu. Moi, chez moi, ça réveille plein de trucs. Je suis un gars assez stressé, assez angoissé, tu vois. Et la solitude, ça a tendance à faire ressortir tout ça. Donc, faut jauger, tu vois ce que je veux dire. Et pour la musique, c'est cool parce que du coup, j'ai des choses à raconter et ça me met dans un mood, entre guillemets, qui m'est propre. Mais il faut pas se noyer là-dedans, en fait. Ouais, d'où le son, t'as un son qui s'appelle dans ma bulle. Ouais, Bulle, c'est clairement ça. Le son de Bulle, et c'est un peu ça qui retranscrit ce que Exactement. tu dis. Je suis dans ma bulle, ah merde, sa mère. Et depuis tant de semaines, sa mère. Et c'est vrai que t'as l'air d'être quelqu'un d'assez casanier. Ouais, tu dis à un moment donné, je suis pas sorti depuis 10 jours. Ouais. Tu parles aussi un peu de la fumée, tout ça. Tu te dis, ouais, il faudrait peut-être que j'arrête de bédaf tout seul dans ma chambre. Ouais, tout parce ça, que, et que c'est peut-être ça ce mood, quoi. Ouais, la fumette, c'est au début, quand tu commences, il y a ce côté partage où t'es avec tes potos, tu découvres un peu le truc et c'est cool, tu vois. Et tu fumes entre les cours, après les cours, peu importe, il y a ce côté-là qui ressort et c'est cool. Mais quand tu commences à tomber là-dedans avec les années qui passent et tout, moi, c'est grave un truc, ça me met pas dans des bons états, tu vois ce que je veux dire. Ça fait, je te le disais là il y a 2 secondes, ça fait vraiment ressortir des trucs, un côté un peu angoisse qui ressort beaucoup. De base, je suis grave comme ça et avec la fumette encore plus, tu vois. Et cette année, il y a eu des moments où c'était plus compliqué, et j'en parle dans Anxiolytique, tu vois, et vraiment les angoisses, elles ont pris le dessus, et vraiment je me perdais et ça, c'est le côté solitaire, fumette, tout ça, chez moi, ça fait pas bon mélange, tu vois. Et justement, je vais rebondir sur ce que tu as dit sur Anxiolytique. Tu parles de tes propres névroses assez souvent, et dans Anxiolytique, c'est un peu une manière de dire que la plupart du temps, en fait, on endort nos peines, entre guillemets, à coups de médicaments, en l'occurrence, grave. Au lieu de les affronter au final. Ouais, c'est exactement ça. Je dis toujours les mêmes peurs, toujours les mêmes angoisses, les mêmes peurs, et j'en passe. La musique suffisait plus, le médecin m'a prescrit des anxiolytiques. Mais c'est grave ça. Parfois, au lieu d'aller affronter tout ce qui tronche à l'intérieur, on peut avoir tendance à se réfugier à travers des thérapies, des médicaments, des trucs et tout ça. Moi, au final, les anxiolytiques, je les ai pas pris, tu vois. Et pourtant, c'est ce qui m'a prescrit, mais je me suis dit, non, j'ai pas besoin de ça, tu vois. Ça me ressemble pas, enfin, j'ai pas envie de tomber là-dedans, tu vois. Ok, je vais te lire une phrase à toi, qui est pour moi une des phrases les plus marquantes de l'album. Tu dis, de la mixtape, pardon. Ouais. À l'hôpital, mon grand-père est mourant, j'ai dû calmer un père amoureux, et depuis quoi, c'est remplir mon rôle. Ouais. Est-ce que c'est pas la phrase, au final, qui résume le mieux pourquoi tu as grandi peut-être plus vite que les autres? La phase sur mon grand-père, c'était pas cette année, c'était il y a quand même déjà pas mal d'années, mais ça reste actuel, tu vois, entre guillemets. Et
Et ouais, au final, dans ma famille, franchement, la mort, ça a été hyper présent. Dans mon grand-père, la maladie, tout ça, c'est un truc qui était vraiment présent. Et du coup, mes proches, je les ai grave vus peiner par tout ça. Je sais pas si ça m'a rendu, entre guillemets, responsable, tu vois, parce que je pense pas que je le suis encore complètement. Je suis encore grave immature sur certains points. Mais ouais, je pense vraiment que ça forge. Dans tous les cas, chaque difficulté de la vie, entre guillemets, c'est un truc qui te forge. Donc la mort, c'est une des notions qui peut faire vraiment peur à beaucoup de gens. Tu vois. Moi, notamment, c'est un truc qui me fait le plus peur, tu vois. On va passer maintenant à l'avant-dernière rubrique. On va parler de musicalité. Ouais. On sent qu'à ce niveau-là, tu as vraiment passé un cap par rapport à Boréal, surtout au niveau des doublages de voix, des ambiances. Enfin, on sent qu'il y a vraiment un travail énorme à ce niveau-là. Ça me fait plaisir que tu dises ça, ouais. Ça me fait grave plaisir. Et je suppose que c'est grandement dû à l'influence de Fonky là-dessus, non? Boréal, j'avais fait peut-être 15 morceaux, j'en ai gardé 12. Là, Briques Rouges, j'ai dû en faire entre 30 et 40 pour en garder 18. Donc il y a eu ce côté où j'ai été beaucoup plus poussé au travail. Fonky, il est grave pour quelque chose parce que forcément, j'envoyais des morceaux, parfois c'était pas au niveau, parfois ils validaient pas tout simplement. Et du coup, voilà, ça m'a grave poussé à me dépasser, entre guillemets, à se dépasser avec Lucci. On a essayé de bouger. Je voulais que le projet, on l'enregistre un peu à droite, à gauche et apporter un côté assez... Garder ce côté brut qu'on avait. C'est pour ça qu'il y a des morceaux qui sont enregistrés dans ma chambre. C'est mal insonorisé en Bretagne. C'est à Saint-Jean-de-Luz qu'on est parti avec l'équipe, dans la chambre de Lucci à Lille. Vraiment, ce côté-là, je voulais le garder. Mais c'était important de... Moi, quand j'écoute Boréal et Briques Rouges aujourd'hui, je le sens en fait. Je sens que, en termes de maturité dans la voix, par exemple, je sens qu'il y a une différence. Ma voix, je trouve qu'elle est plus affirmée dans Briques Rouges que dans Boréal, tu vois. Et ouais, mais ça, je pense que c'est surtout dû au fait d'avoir plus travaillé, en fait, tout simplement. Et puis le temps passe, et puis tu vois ce que je veux dire, t'écoutes encore plus de sons, tu te nourris encore de plein de choses. Du coup, je pense que ça se ressent dans ta musique. Au niveau des sonorités, il y avait beaucoup de diversité, déjà pas mal de diversité dans Boréal, mais on sent que tu t'es encore plus ouvert musicalement avec Briques Rouges. Il y a du chant, il y a de la mélo, il y a du boom bap, il y a des vibes très aériennes, comme dans Vagabond. Il y a même de l'électro avec Boîte à gants. C'est pareil, c'est quelque chose c'était une volonté de ta part. Ouais, mais clairement, cette volonté d'essayer des choses, c'est un truc que ça me fait kiffer quand je fais un morceau comme Boîte à gants, qui sonne un peu électro, club, tout ça. Mais je le fais pas du tout pour faire un morceau club. Je le fais juste parce que la prod, elle me parle et je trouve et c'est intéressant en fait. Musicalement, je trouve que c'est hyper intéressant à faire et j'ai toujours fonctionné comme ça en fait. Y'a du shit dans la boîte à gants. Y'a du shit, y'a du shit. Toujours en position d'attaquant. Comme un jet. Je vais pas faire un style parce que c'est le style qui est en vogue en ce moment, ou qui est à la mode ou quoi que ce soit. Je m'en bats les couilles de ça en soi, tu vois. J'ai toujours fait la musique parce que j'ai envie de la faire et ouais, j'ai toujours eu entre guillemets ce côté-là d'aller chercher des sonorités, des trucs, tu vois, explorer des domaines, tu vois. Et par contre, il y a un truc qui change pas, c'est que la mélancolie, ça reste quand même ton fil conducteur. Ouais. Le meilleur exemple, c'est quand même le morceau Les oiseaux chantent. J'entends les oiseaux chanter. Un frère qui part au taf du matin jusqu'au soir au chantier. Un autre s'assoit sur Sanger. Ouais, je pense, ouais, c'est clair. Je pense que c'est un truc, ça me quittera jamais. De toute façon, c'est le rap que j'aime en soi. C'est bête, mais moi j'ai toujours kiffé entendre les galères des gens, tu vois. Des artistes que j'écoutais, j'ai toujours aimé écouter leurs sons quand ils étaient tristes. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté-là du rap, c'est un truc, je sais pas, ça me touche de fou et c'est ce qui m'a fait aimer le rap. Je me prends grave la tête sur l'entrée d'un morceau. J'ai grandi à ripper en vrai, c'est pas pour autant que j'étais pauvre. Les crochets traînaient en vrai, c'est pas pour autant que j'ai des potes. Tous les jours de l'année, j'ai des mots de tête. J'ai les sons, j'ai les hits, j'ai les prods, j'ai la matière. Pour moi, c'est hyper important, les premières paroles, la première phase, le premier truc, c'est ce qui fait, ce qui va faire dire à l'auditeur, entre guillemets, ouais, je continue d'écouter ou non, tu vois ce que je veux dire. La première phase, c'est important, il doit se passer un truc. Et du coup, ouais, moi, je passe limite plus de temps sur le début du morceau que sur l'entièreté du son, tu vois ce que je veux dire. Une fois que je suis parti, ça glisse. On va finir on va parler un peu de l'avenir, de tes projets, tout ça. Plus simplement, on va parler de l'avenir de la scène roubaisienne. Ouais. On sait qu'on voit qu'il y a l'ascension notamment fulgurante d'un mec comme ZKR, par exemple.
Qui t'a dit qu'il n'y avait pas de talent dans l'or, fils de pute. Ça doit être quand même vecteur d'espoir pour toi, à titre personnel, ça doit te faire plaisir. Ouais, pour moi, c'est hyper plaisant de voir qu'on est tous ensemble et qu'on est en train de porter la région, tu vois. Et justement, tu le dis à un moment dans l'album, tu dis juste avant, je remercie Feu, je remercie Gradure, il a mis la lumière sur ma ville. Donc moi j'ai une question pour toi, avec lequel des deux est-ce qu'on te verra faire un featuring? Franchement, c'est compliqué comme question. Bah, forcément, je vais être très honnête, hein, si je dois un feat de cœur, ça sera Feu. Parce que c'est un rappeur que j'ai toujours kiffé et que, je sais pas, c'est un pilier du rap, hein, c'est un pilier du rap français. Il a une carrière monstre, j'ai toujours été touché par la personne qu'il était, tout ça. Donc franchement, et puis il est trop fort, donc faire un feat avec lui un jour, ça sera un honneur et je serais hyper content d'en faire un avec lui. Et Gradure, ça serait bien plus parce que musicalement, je pense que ça se ressent, tu vois. Je suis plus proche d'un Nekfeu que d'un Gradure, tu vois. Mais Gradure, forcément, ça serait fou un jour d'avoir l'occasion de faire un feat avec lui, tu vois. C'est le pilier de Roubaix, tu vois. Donc, non, les deux, c'est juste ces deux approches différentes. Voilà, pour le côté rap, ça serait vraiment Nekfeu, tu vois. Et pour le côté, voilà, c'est ma ville, c'est Roubaix, ouais, de ouf. Et puis Gradure, il est trop fort aussi, tu vois. Donc, j'aurais pas de préférence, on va dire. Je serais ouvert aux deux, à fond. Et bah, du coup, je vais te poser la dernière question. Tu as abordé le sujet. T'en es à ta deuxième mixtape avec Briques Rouges. Ouais. Elle est très accomplie comme mixtape. On peut même dire qu'elle sonne un peu comme un album, en vérité. Je suis d'accord avec toi. Et du coup, je te pose la question. À quand l'album? Pas tout de suite, franchement, pas tout de suite. Je sais pas si je peux le dire, mais j'en ai rien à foutre, je le dis. On en parlait avec Flav ce matin et on se disait qu'on allait repartir sur un autre projet avant l'album. Même moi, je me considère pas encore prêt pour un album. Vraiment, j'ai ce côté-là le premier album, ça doit être la patate, tu vois. C'est sacré, quoi. C'est sacré, ouais. J'ai envie d'avoir aucun regret sur mon premier album. J'ai envie de... Et puis d'être prêt, je pense que je suis pas encore prêt, vraiment. Je pense que j'ai 22 ans, je suis encore jeune et j'attendrai vraiment le moment où je le sentirai, où je serai à maturité dans ma musique, entre guillemets, tu vois. Mais pourtant, tu es déjà ultra perfectionniste quand même. Ouais, je le suis, mais ça, je l'ai toujours été dès vraiment dans mes passions, dans mes trucs, quand je prends un truc à cœur, j'y mets corps et âme, tu vois. Et il y a ce côté perfectionniste-là, il est ultra présent. Mais, vas-y, l'album, c'est encore un peu tôt. Je pense que j'ai encore le temps et j'ai envie d'essayer d'autres trucs encore avant l'album et puis voilà quoi. Puis même certains feats, tu vois, pour un album j'aimerais avoir certains feats, je pense que c'est beaucoup trop tôt. Voilà, faut prendre le temps. J'ai envie de bien faire les choses et je prendrai le temps qu'il faut. Bah écoute, merci à toi. Merci à vous. Cette interview elle est terminée. Merci à toi frérot. Je te laisse le dernier mot si tu as quelque chose à ajouter. Briques Rouges est disponible depuis le 25 septembre, 18 titres, allez écouter ça. J'ai l'empreinte qu'on va laisser, ça sent le danger comme un flingue caché dans le buisson d'une allée sombre. J'occupe ma vie comme je peux, tous les jours de janvier à décembre. Pourquoi tu frimes quand t'as du fric, quand tu seras mort, qu'est-ce que tu veux que j'en vienne descendre? Pow.